Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi, donc et nous allons parler de 3 sujets principalement. Si nous aurons le temps, nous pourrons déborder un petit peu sur d'autres actualités. Sinon, nous allons principalement parler du marché automobile, de ces responsables de partis politiques, des proches du régime qui sont dans le délire, ils n'ont plus de frein. Ils font des déclarations absolument outrancières, à la limite injurieuses, à la limite méprisantes. Et nous parlerons aussi du mouvement social des médecins résidents qui va en se compliquant. Et donc, d'abord les titres. TSA, grève des résidents, boycott dans le calme de la deuxième journée des examens du DEMS, par Hassan Saadoun. Réflexion des aides. Le boycott des véhicules Made in Algeria se poursuit. Des voitures invendables. Par Ismaïn. Réflexion des aides. Pour une fois, Ould Abbas n'a pas tort. Alors, avec nous aujourd'hui pour ce rétro info, Nazim Taleb, membre du secrétariat national de Rachad. Merci de l'invitation. Merci à vous. Zoher Rouis, secrétaire national de Gil Jadid. Bonsoir. Bonsoir Zoher, merci d'être avec nous. Et Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Avec plaisir. Merci. Alors, donc, j'aimerais que nous commencions par les déclarations dont nous parlions, des déclarations outrancières de ces membres du régime qui n'ont plus de frein. Nous allons commencer par écouter M. Ould Abbas. المياه صالحة للشرب ما بين عين صالح وتمر راسل اعطوني دولة في العالم ما من الامريكان جيبوها يقول لك ولد عباس تذكر مع الامريكان خير من الامريكان هذه انا عارف كاين الصحفيين اللي يقول لك علاش ماشي خير الامريكان الامريكان عندهم شعبي بن مهيدي ما عندهمش بن بولعيد ما عندهمش حنا عندنا هذا. Et voilà. Alors. Moi, ce qui me rend totalement triste, c'est que quand il veut se référer à nos grands hommes, Ben Boulaïd, l'Arabe Mahidi, il était obligé de regarder sa feuille. C'est-à-dire qu'il ne se souvient même pas de nos héros. Il a fallu, vous pouvez repasser l'image, Oui. il n'était pas capable de citer nos héros de mémoire. Peut-être qu'il avait honte, il a baissé les yeux de Non, il pudeur. regardait bien ses notes, c'est absolument On ne connaît tragique. pas le sentiment de honte, ce Oui. type d'énergumène. Oui, parce que précisément la dernière fois, il avait attaqué un journaliste Oui. en prononçant au moins 20 fois le mot On n'avait pas honte. honte. Oui. Ce qui veut dire que ce qu'il habite, lui, Ould Abbas, avec tous ses échecs, avec toutes ses fourberies, avec toutes ses flagorneries, etc., ce qu'il habite en réalité, c'est justement ce sentiment de honte, de ne pas pouvoir se regarder dans la glace. Vous savez, il y a un proverbe amazir du Rif que je trouve extraordinaire. Il dit l'être humain, c'est comme une outre. Il n'en sort que de ce dont elle est remplie. Oui. Une outre, s'il y a de l'huile à l'intérieur, on a de l'huile. S'il y a du petit lait, de petit lait, etc. Et donc, Ould Abbas qui, comme ça, répète le mot honte, honte, honte au moins 10, 20 fois, Oui. ça veut dire qu'il Ouais, est pas habité honte, par d'accord. ce sentiment. Et c'est absolument réel et tragique à la fois. Mais Et- Ould Abbas n'est pas seul. Hein. Le malheur, c'est qu'ils sont nombreux à être comme ça dans ces attitudes. Ammar Roul qui a dit que le président de la République n'avait pas à être élu par le peuple, mais désigné par l'État, lui dit. Enfin, il voulait dire par le régime. Mais- C'est incroyable, Mais c'est hallucinant. Jamal Din, c'est le même moule, d'une part. C'est le même moule politique, idéologique, depuis des décennies. En plus, quand un responsable politique se sait illégitime, il sait qu'il est à la place où il est, parce que précisément, il y a un système, un rouage politique et institutionnel qui fait que ceux qui méritent d'être là sont exclus, marginalisés, etc. Et que ceux qui sont là
ceux qui sont là, évidemment, c'est, pour un certain nombre en tout cas, assez médiocre. C'est des gens, comme dirait Arsqaït Larbi, qui pratiquent de l'aplaventrisme. Et c'est des gens qui sont prêts à tout, à accepter tout. Parce que, précisément, en dehors de ce système, ils ne pourront pas évoluer positivement. Donc, ils ont une place où ils se savent, 1, illégitimes, 2, éjectables, 3, nommés par des consensus claniques, 4, parce qu'ils n'ont aucune compétence et que s'ils sortaient de là, ils se retrouveraient le bec dans l'eau. Mais ils parlent au nom de qui, en fait? Ils représentent qui? Et comment le régime au nom duquel il parle, il s'exprime, comment ne les a-t-il pas évacués? Ils sont en train de lui porter préjudice. Finalement, ces gens-là, ils ne rendent pas service à Saïd Bouteflika, à l'armée, aux gens qui sont derrière. Le rôle qu'ils remplissent est suffisant. Ils ont un rôle et il faut qu'ils soient, j'allais dire, montés de cette manière, psychologiquement ou psychiquement montés de cette manière pour être utiles à un régime pareil. Et puis c'est diffusible. Et puis c'est diffusible. Mais ce qui est triste et pathétique et honteux à la fois, c'est qu'on est des personnages de ce type qui squattent les plus hautes institutions du pays. Il n'y a pas que Jamal Ould Abbas, ça c'est un exemple parmi d'autres. Ils squattent les institutions et ils sont des vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Dites-vous bien que Jamal Ould Abbas a été ministre, qu'il a participé à de hautes fonctions de l'État. Il est aujourd'hui le chef d'un parti politique. Dans un pays normal, c'est ce qu'on appellerait le chef de la majorité. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce type de bonhomme, comme je disais, reçoivent, discutent avec nos partenaires étrangers et donnent une certaine idée du pays. Mais justement, comme ils sont la façade de ce régime, pourquoi le régime choisit-il des gens comme ça qui ne sont pas très honorables, ni très présentables et qui ne peuvent que lui porter préjudice à lui-même, pas seulement au pays, mais à ce régime dont ils sont la façade apparente? Oui, mais comme ils servent des intérêts particuliers et non pas les intérêts du pays, c'est pour ça que je dis qu'ils remplissent parfaitement leur rôle, parce qu'on ne leur demande pas finalement. Qu'est-ce qui fait courir tous ces gens et Ould Abbas en particulier aujourd'hui à son âge? Il y a des intérêts très personnels et très particuliers qui sont là et qui font que ces gens-là remplissent ce rôle, le défendent. Ce n'est pas du tout l'intérêt du pays qui les intéresse. Et je me faisais la réflexion, parce que j'ai eu l'occasion de voir cette séquence, mais d'autres que vous aviez publiées. L'Algérie a déjà perdu sa souveraineté par le passé. Ça a duré longtemps, ça nous a coûté pour recouvrir notre souveraineté. À côté de nous, aujourd'hui, d'autres pays ont perdu aussi leur souveraineté. On a la Libye, la Tunisie a failli, elle a flanché à un moment donné, on a la Syrie qui est complètement disloquée, on a le Yémen. Quel est le point commun entre tous ces pays-là? C'est des dictatures, c'est des incultes et des ignares à la tête de ces pays-là qui ont fragilisé l'État et rendu possible des interventions étrangères. Mais il y a aussi un certain nihilisme dans les sociétés qui ont laissé faire et qui se sont accommodés, comme pour reprendre un mot qui a été utilisé dernièrement, se sont accommodés de la situation. Et c'est ça le plus triste, c'est qu'avec ce type d'énergumènes, nous ne sommes plus devant la menace de leurs propres intérêts, c'est qu'ils menacent la viabilité du pays, la pérennité du pays. Ils sont ce qui menace le plus la viabilité de ce pays. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui luttent, qui veulent intervenir, qui veulent que ça cesse. C'est parce qu'ils voient bien que ce qui porte atteinte, c'est ce type d'énergumène. Et on voit bien que les étrangers qui ont des intérêts dans notre pays, comme dans d'autres pays, s'accommodent aussi de ce type d'énergumène. Parce que finalement, je veux dire, les intérêts sont ça les arrange d'avoir ce type d'énergumène. Et donc, vous avez là toutes les conditions qui font que, pour répondre à votre question, qu'ils sont utiles, ils remplissent une mission.
Nazim. Juste pour Oui. terminer par rapport à votre question, je ne suis pas sûr que des personnes crédibles acceptent de jouer ce genre de rôle, acceptent la flagornerie, acceptent... Mais il y a en leur sein même, au sein de ces comment dirais-je, personnages périphériques qui sont en quelque sorte les porte-parole officieux du régime. Il y a des gens qui sont plus ou moins crédibles, Oui, même mais- s'ils sont malhonnêtes. Par exemple, je vais vous donner un très bon exemple. Aou Yahya, par exemple. Aou Yahya, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas un clown. Il ne dit pas des choses aussi extrêmes, aussi rigolo. Il n'a jamais dit nous sommes mieux que l'Europe, nous sommes mieux que les États-Unis, mieux que la Suède, par exemple. Il n'a jamais dit c'est au régime de désigner le chef de l'État et pas au peuple. À la limite, ils peuvent choisir les plus présentables. Pourquoi aller choisir les Roul, les Haddad, les Sidi Saïd, les Ould Abbas? Encore une fois, on dirait parce- des amuseurs publics. On dirait Non, que... encore une fois, parce qu'ils constituent des fusibles utiles pour les gens qui sont des décideurs et qu'on peut les remplacer comme on veut. On ne peut pas remplacer comme on veut les gens autrement crédibles, plus... oui. bien évidemment. Nazim? Bon, moi, je mettrais ces déclarations finalement dans un contexte un peu plus général, c'est-à-dire une panique à bord. C'est-à-dire que quand je prends les déclarations de Haddad qui dit qu'on est mieux que les États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas de morts sous les ponts comme aux États-Unis. Oui. Je prends les déclarations de Zour qui dit on est mieux que Paris. Ould Abbas qui dit qu'on est mieux que la Suède maintenant, qu'on est mieux que les États-Unis. L'Europe et les États-Unis. Je prends également les deux, c'est un fait rare, mais apparemment ça se précipite. Il y a eu deux communiqués de la présidence. Il y a 3 à 4 jours, on parlait d'avoir un peu de compétition dans le jeu politique. Oui, Et là, il y a oui. eu aujourd'hui même un communiqué de la présidence pour maintenir la cohésion sociale. Alors, premièrement, on sent une panique. C'est-à-dire que déjà, eux, ils parlent d'une Algérie qu'ils ont juste construite dans leur imaginaire. Elle n'existe pas pour le peuple. Le peuple sait très bien que c'est des déclarations qui sont complètement farfelues, qui sont complètement fantaisisistes, qui n'ont pas de réalité. Et le peuple algérien le sait très bien. Ils savent que c'est ce que monsieur dit, c'est-à-dire le secret monsieur Ould Abbas, dit que tout ça, c'est des bêtises qu'il dit. Mais en le mettant dans un contexte plus global, on sent qu'il y a une panique à bord. Et ça, il y a plusieurs facteurs à ça. Premièrement, vous avez le Front social qui commence vraiment à prendre. Je vous rappelle qu'en quelques mois, on a eu les radiés de l'armée, les Sonalgaz, les résidents, les médecins, puisque c'est un sujet qu'on va parler. Donc il y a un bouillonnement au sein de la société sociale, société algérienne, pardon. Sur un front économique, quand bien même le pétrole il a augmenté, la production algérienne elle a baissé entre 2016 et 2017. On est passé de 197 millions équivalent pétrole à 193, sachant qu'en 2016, c'était déjà une augmentation par rapport à 10 années de déclin. C'est une mauvaise gestion, donc on sait très bien aujourd'hui même le gaz qui doit être réinjecté dans les puits pour pouvoir soutenir une certaine pression pour remonter le pétrole, il est en train d'être exporté. Donc là, on est en train de réduire la longévité de nos puits, c'est-à-dire que d'ici quelques années, au lieu de 30 ans, 40 ans, nos puits vont être à sec. Donc il y a une vraie panique à bord. Et moi, je mettrais ces déclarations complètement farfelues dans ce contexte-là. La diversion? Ben oui, c'est-à-dire que quand on dit... bon, en tout cas, eux, ils croient qu'en disant que c'est mieux que Paris ou que c'est mieux qu'aux États-Unis, il y a des gens qui le croient. Mais il n'y a personne qui les croit. Il n'y a personne. Je veux dire, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Pour ne pas dire, comme il disait M. Hersh, pour ne pas dire au fait que c'est un peu... voilà, c'est des plaisantins. Ils plaisantent de l'histoire de l'Algérie. Oui, ils n'ont pas Ben Mehdi, ils ont pas... C'est-à-dire ils prennent les choses vraiment à la légère alors que la situation est grave. Aujourd'hui, l'Algérie se dirige droit vers une crise multidimensionnelle.
Et Elle on n'y est en est, train- pas déjà en plein milieu? Bon, on a encore on va dire des amortisseurs comme les fonds de réserve, etc., etc. Mais là, c'est le précipice. On est en train de se précipiter. On ne le sent pas, l'Algérien ne le sent pas. Il a commencé à le sentir avec la loi de finances de 2017. Là, ça s'accentue en 2018. Mais là, c'est le précipice. Et on est en train de faire des déclarations complètement hallucinante, alors que la situation est grave. Au lieu de mettre un plan pour ouvrir le champ politique réellement et non pas faire des communiqués présidentiels pour le faire, au lieu de faire une stratégie économique, sociale, culturelle pour mettre l'Algérie sur le droit chemin, on est en train d'entendre des sottises pareilles que l'Algérien, finalement, ça n'intéresse absolument pas. Ça n'intéresse absolument pas. Et nous allons passer au sujet suivant, celui du marché de l'automobile en Algérie, qui est en crise, qui est en vraie crise, qui a beaucoup baissé, énormément. Mais il est multidimensionnel, comme disait Nazim, parce que non seulement il a baissé, les prix des voitures ont flambé, ce qu'ils appellent, eux, la construction automobile ne s'est avéré n'être que du montage, de l'assemblage, de l'importation déguisée, en fait. Et puis, dans tout ça, il y a de la spéculation par les constructeurs eux-mêmes qui trouvent le moyen de faire revendre leurs voitures en deuxième, troisième main, et donc qui arrivent au marché à des prix absolument prohibitifs. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ce marché automobile? Rappelons que sur les réseaux sociaux, il y a en ce moment un appel qui a été lancé, un appel citoyen, qui est très, très suivi, qui est vraiment en train de faire le buzz, qui demande aux gens de boycotter les voitures montées en Algérie, de ne plus les acheter. Et ça marche très fort sur les réseaux sociaux. Alors, à votre avis? Bon, sans être un spécialiste de l'industrie automobile, ce qui visiblement avec cette campagne anti-voiture Made in Algeria, c'est ça, je crois, voilà, le nom de Made in Bledi. Made in Bledi de cette campagne, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils sont complètement ahuris par le fait que, ou alors, au contraire, ils ont compris. Ils sont complètement ahuris par le fait qu'on puisse, sous couvert de disposition d'un cahier des charges sur de la construction en Algérie de voitures, en réalité, on importe l'ensemble des éléments constitutifs qui permettent de faire le montage uniquement en Algérie. Oui. Donc, sous couvert de ces dispositions-là, en réalité, on fait de l'importation hors taxe, c'est-à-dire que celui qui importe tous ces éléments nécessaires au montage sont importés hors taxe, complètement hors taxe. Ils sont revendus, ces voitures sont montées sur place en Algérie et revendues 2 fois leur prix. Donc, évidemment, il y a un scandale en la matière. Quand on fait de l'importation hors taxe, ça veut dire qu'on n'apporte rien au trésor public algérien. Ça veut dire que l'État lui-même ne s'enrichit pas de cette importation. Donc, l'enrichissement est ailleurs. Il est chez du particulier. Et donc, il se passe quelque chose. D'autant plus que le prix est multiplié par 2, visiblement. Donc, évidemment, ça crée cette contestation sur ces prix-là. Et une fois de plus... Et la qualité aussi. On parle aussi de très mauvaise qualité de ces voitures. Oui. Ça circule abondamment sur les réseaux sociaux. On montre plein de défauts, de malfaçons. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Il n'y a pas de sous-traitance digne de ce nom qui est faite localement, puisqu'on importe tout finalement. Un cahier de charge qui est complètement... Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de vision. Illisible, on ne comprend pas. Nazim en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de volonté de sortir, de créer de l'emploi en Algérie, de monter une industrie digne de ce nom. Donc il n'y a que des visions à court terme qui ne peuvent servir que des intérêts particuliers, tout simplement. C'est ça l'enjeu. Moi, je raisonne, même si je n'ai pas les moyens de raisonner vraiment en tant qu'économiste, mais je raisonne, comme disait tout à l'heure Nazim, en termes globaux. Quand on veut créer une industrie, qu'elle soit automobile ou une autre industrie, il faut se poser un certain nombre de questions. D'abord, quels sont nos besoins? Quels sont les besoins de l'Algérie? Dans le cas présent, au niveau de l'automobile. Quel genre de besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une voiture des années 60, 50-60, telle que nous la fabriquons aujourd'hui?
c'est-à-dire une voiture avec grande consommation de carburant, une voiture qui n'a pas tous les paramètres de sécurité qu'exige aujourd'hui la situation mondiale. Savoir, Vous n'exagérez pas un peu quand vous dites 50-60, les années 50-60? C'est quand même des voitures qui sont dotées d'équipements électroniques, qui... Peut-être pas, ça commençait à venir. En tout Ouais. cas, ce que je veux dire par là, c'est vraiment des véhicules du XXe siècle Obsolètes un peu. et non pas les véhicules du XXIe siècle. C'est-à-dire, effectivement, au niveau de la qualité, de la de la compétence, sécurité, etc. peut-être. Ouais. Donc déjà, connaître, est-ce que ces voitures, elles sont destinées au marché algérien uniquement? Est-ce qu'elles sont destinées en partie... Uniquement. On n'a pas le droit de les Mais on exporter. ne sait pas. Même la symbole Renault Algérie, l'une des conditions du contrat est de ne pas exporter. Oui, Uniquement destinée au marché algérien, exclusivement. mais justement, toute cette question-là, qui est plus d'ordre politique qu'économique. Donc, combien ça coûte en termes d'argent, combien l'État algérien dépense et combien il en gagne. Ça, c'est extrêmement important. Quel est l'impact socio-économique au niveau de l'emploi, au niveau de la création des emplois directs, des emplois indirects, au niveau du développement industriel à côté? Est-ce que, par exemple, on a pensé à mettre en place des équipementiers? Est-ce que, par exemple, même si on ne vend pas la voiture produit fini, est-ce que, par exemple, il est possible de vendre de la pièce de rechange? Parce que le marché mondial aujourd'hui, il est beaucoup plus focalisé sur la pièce de rechange que sur la voiture elle-même. Ce n'est pas notre cas du tout. Il n'y a pas Voilà. d'équipementier, Donc, il n'y a pas de sous-traitance. Ça n'a rien donc, à voir non, avec, mais par je veux exemple, l'automobile au Maroc. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on met en place une industrie, il faut se poser toutes ces questions et bien d'autres questions. Les questions du cahier de charge aussi, notamment du taux d'intégration. Non seulement le taux d'intégration, mais surtout, et ça c'est valable pour toutes les industries, pour tous les IDE qui viennent en Algérie, même si ce n'est pas énorme, on est parmi les derniers pays, c'est se poser la question de l'implication de celui qui investit, c'est-à-dire de l'investisseur étranger. Est-ce que, par exemple, pour ces voitures, il y a une garantie? Est-ce que le constructeur lui-même participe au service après-vente? Est-ce qu'il a une responsabilité au niveau justement de l'état du produit à court et moyen terme? Je vois par exemple les voitures coréennes dans le monde entier où elles sont garanties pour 5 ans. Ça a été une des forces de vente des voitures qu'il y a, et maintenant je crois que c'est 7, une des forces de vente de la voiture sud-coréenne dans le monde entier, où ils ont pu concurrencer de vieux constructeurs comme l'Europe ou les États-Unis ou le Japon. Oui, donc, mais le problème, pourquoi ces voitures qui bénéficient de détaxes, d'exonérations, de facilitations, de lignes de crédit, de facilités de tout genre, qui auraient dû coûter beaucoup moins cher, en fait, après tous ces privilèges, elles coûtent plus cher. Pourquoi coûtent-elles plus cher? Où ça va, toutes ces marges très vraisemblablement indues, où vont-elles? Le problème, c'est que si elles coûtaient plus cher que pour l'acheteur final, oui, on pourrait imaginer, comme disait Zoher tout à l'heure, on pourrait imaginer que l'État peut-être tirerait un bénéfice par les taxes, ce n'est pas le cas. etc. Ce n'est pas le cas. Oui. Donc, effectivement, en Algérie, de façon générale, il faut se poser, encore une fois, non seulement le coût, mais aussi la rentabilité. Un des points majeurs qui fait la faiblesse de l'économie algérienne, c'est la rentabilité. Pour 1000 dinars d'investis, c'est quoi le seuil de rentabilité? Oui. Et là, de ce côté-là, l'Algérie, malheureusement, encore une fois, vraiment la lanterne rouge. Et c'est un des points majeurs qui font que nous n'avons pas d'IDE. Et quand on oblige aussi les investisseurs étrangers à la fourche codine du 49-51, ben, il y a aussi autre chose qui va avec. Je vais vous dire, je connais des cas précis.
Monsieur Jamaldine, vous savez que je suis consultant pour un certain nombre de groupes européens qui investissent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Je vais vous dire, par exemple, en Algérie, je constate une chose. Il y a des marchés, par exemple, où on retrouve des industriels français, allemands, américains, mais qu'en réalité, le marché est attribué aux Turcs ou aux Chinois. C'est-à-dire que les Européens ou les Américains ne sont que des sous-traitants. Un exemple frappant, je peux en parler aujourd'hui que c'est passé, la reconstruction du terminal gazier de Skikda. Oui. Il était attribué à Orascom. Oui. Et c'était les Américains et les Français, KBR et Vinci, qui l'ont construit. Ça, évidemment, c'est un moyen non seulement de détournement d'argent, mais aussi, on voit très bien qu'au niveau du contrôle des marchés, il échappe totalement aux Algériens. Et je peux multiplier des exemples comme ça, c'est absolument dramatique. Dans le même ordre d'idées, M. Jamaldine, c'est que, par exemple, je prends les expatriés. Un expatrié au Maroc, un expatrié français, britannique, allemand au Maroc, etc., il a une grande partie de son salaire qui est payée en dirhams. Oui. Et donc, il dépense ses dirhams sur place. Oui. Or, chez nous, nous avons un certain nombre d'expatriés qui sont payés à 100% en devises, parfois à 80%. Et je vais vous dire, Jamaldine, ce que je sais concrètement, c'est que même les 20% payés en dinars... Ils les changent au marché noir. Parce qu'ils ne trouvent pas à les dépenser. Oui. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'artisanat, ils ne peuvent pas acheter une maison, ils peuvent pas... Il n'y a pas de tourisme. Voilà, je parlais de ça pour parler de loisirs. Donc, à partir de là, c'est la perte sèche à l'intérieur d'un projet industriel. Il faut voir aussi tout ce qui est sous-jacent. Nazim Taleb. C'est quoi la question, Jamaldine? La question, on est en train de parler de sujets... L'automobile. Pas nécessaire de poser une question précise à chaque invité. On parle des problèmes de l'automobile. Non, parce que c'est vrai qu'il y a... Qu'est-ce que vous voyez comme... Quelles sont... Puisque vous voulez une question. Puisque vous voulez une question. Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'ils ont quand même largement couvert le sujet, mais si il y a un fait historique qu'il ne faut pas oublier, que l'Algérie était l'un des pays, les rares pays à l'époque, qui avait une usine sur place. C'était jusqu'en 86, il y avait une usine Renault en Algérie. Renault, oui. Camion? Oui, non, c'était voiture. Il produisait à l'époque même des R16. Il produisait ça en Algérie. Ils sont restés jusqu'en 86. Je l'apprends. Ben, je vous le dis. Ouais. Renault, ils ont pris leur clic et leur claque en 86. Parce que, encore une fois, on est dans un pays où on a misé sur le tout pétrole. Je vous donne une anecdote. J'ai connu un président de la Chambre de commerce. Alors, il n'est plus, hein, ça fait longtemps qu'il n'y est plus, de Tlemcen. À l'époque, Tlemcen vendait pour l'équivalent de 500 000 mètres carrés de tapis à l'Allemagne, juste à l'Allemagne. Arrivé le socialisme, Ben Bella, Boumediene, etc., on avait de plus en plus de la bureaucratie, surtout la corruption au niveau des douanes, ils avaient de plus en plus de mal à exporter leurs tapis. Il est parti voir la tutelle, le ministre, il leur a dit, voilà, on a du tapis on vendait très bien le tapis, même l'Iran copiait le tapis. Il leur a dit, mais moi, je n'ai pas besoin de votre tapis, monsieur. On a le pétrole et le gaz. Donc, pendant 62, en tout cas depuis l'accélération de l'exploitation du pétrole, l'Algérie s'est bornée à avoir une économie basée que sur du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, l'automobile n'est que la conséquence de ces décisions à très court terme, puisque finalement, on se dit, on a le pétrole et le gaz, personne ne travaille. Et donc l'Algérien qui se réveillait très tôt, à 6 heures du matin, à l'époque du colonialisme, aujourd'hui, l'Algérien, il fait la grasse matinée. Parce que, malheureusement, on a poussé les Algériens à ne pas... Quand ils se réveillent, c'est vrai, ils ont toujours compté sur le gaz et le pétrole. Mais à partir du moment où ils ont décidé de diversifier, pourquoi diversifier aussi mal? Pourquoi ne pas mettre en place un système de construction comme le Maroc, comme la Turquie? Une diversification implique déjà ce qu'on appelle
ce qu'on appelle un commissariat au plan. Vous savez, un commissariat au plan, ils font des recommandations à un gouvernement. Le commissariat au plan, il n'y a pas que l'aspect industriel sur construire une voiture. Il y a tous les aspects. Il y a premièrement l'aspect éducation, formation professionnelle notamment. Oui. Il y a l'aspect foncier, il y a l'aspect de l'approvisionnement, il y a l'aspect de l'acheminement de l'approvisionnement. C'est tout un plan. C'est un plan. C'est un plan. C'est pour ça que des choses comme ça. C'est une vision. Voilà, c'est pour ça que des choses comme ça se font au niveau du commissariat au plan, au niveau des cellules, ce qu'on appelle de l'intelligence économique, c'est-à-dire avoir une vision. L'Algérie, elle va être où dans 30 ans? Et dans 30 ans, par exemple, l'Algérie, on voudrait faire des smartphones. Et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Le problème de l'Algérie, encore une fois, ce court-termisme, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on a une crise et c'est à ce moment-là qu'on prend les décisions. Pendant 1999, on a vu les immatriculations exploser en Algérie. On n'était pas capable de se dire, il y a 15 ans, il faudra quand même faire quelque chose pour qu'on produise les voitures ici en Algérie. L'Iran, je vous donne un exemple de l'Iran. L'Iran, ils ont exigé à Renault, à Peugeot, s'ils voulaient s'installer en Iran, 300 000 véhicules devaient être destinés à l'exportation. Il n'y a pas qu'en Iran que vous allez vendre vos voitures. Ça, quand vous avez un régime... Le Maroc aussi. Le Maroc, Renault exporte la majorité de ses véhicules. Non, mais exportateur de véhicules en Afrique, après l'Afrique du Sud. Moi, je vous parle du cas Iran, c'est-à-dire où on a imposé quelque chose à... Les Marocains aussi, ils n'ont pas du 51-49. Voilà, c'est ça, je voulais parler de ça. Non, ça n'a rien à voir avec les 51. Attendez, je vous donne un exemple du 51-49. Les Émirats arabes unis, est-ce qu'ils ont 51-49 Oui, mais ils n'ont pas d'industrie. Ils l'ont, d'accord. Donc, est-ce que les Émirats arabes unis, quand les gens regardent les Émirats arabes unis, est-ce qu'ils ont l'impression que c'est pire que l'Algérie? Non. C'est-à-dire qu'ils sont leaders mondiaux, ils sont devenus leaders mondiaux de tout ce qui est logistique et le transport maritime des conteneurs. Ce que je voulais vous dire, que l'investisseur, ce n'est pas forcément le 51-49. C'est beaucoup plus que ça. C'est premièrement la productivité. Dans ce genre de projet. Oui, Hassan. Non, je voulais juste rajouter une chose. Le 49-51 est un frein. Mais je suis tout à fait d'accord avec Nazim qu'il n'est pas le seul. Que l'Algérie est un pays fermé. Je vais vous dire, Jamaldine, moi je connais des ingénieurs avec qui j'ai travaillé et avec lesquels je travaille encore, qui ont des problèmes énormes pour avoir un visa pour rejoindre leur entreprise. Ils sont affectés, par exemple, par Renault, par Lafarge, par Vinci, etc. Au Maroc, ils n'ont pas besoin de... En Iran, ils ont un visa sur place même. Il suffit qu'ils partent là-bas, ils ont un visa à l'aéroport. L'Algérie, on en est encore à attendre. Pour apporter de l'eau à votre moulin, et puis je vais donner juste à Mostaganem, le port de Mostaganem. Vous savez comment ça se passe quand les gens arrivent au port de Mostaganem? C'est incroyable. On débarque les voitures, les douaniers sont là, les voitures descendent du bateau le matin. Supposons qu'ils arrivent le matin, 9h du matin. Vous savez quand est-ce qu'ils sortent? 19h. Alors imaginez un touriste qui arrive ou un expat, comme vous dites, qui arrive en famille, il est obligé de rester toute la journée au port. Oui, mais c'est ce que j'aimerais pas fini ma phrase de tout à l'heure. Vous m'avez coupé, je vous ai pas coupé. On va essayer de faire tourner le... Ce que je voulais finir et conclure là-dessus, c'est que ce n'est pas juste un problème de cahier des charges en Algérie. C'est toute l'Algérie qui est problématique. C'est le mode de gestion, le mode de gouvernance. Et c'est pour ça que je vous dis que même en ayant un cahier des charges, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que le problème, il est, encore une fois, il y a l'éducation, il y a la logistique, la matière première, la formation initiale, la formation continue. Tout ça, tous ces sujets-là, on ne les aborde pas en Algérie. Donc on reproche aux acteurs économiques qui sont en collusion avec les acteurs politiques que finalement, ils font que gonfler les pneus. On ne leur demande pas plus, parce qu'il y a une telle corruption, il y a une telle collusion des intérêts, que finalement, déjà premièrement, techniquement, on est incapable de produire une voiture, on est incapable. Secondo, je ne sais pas si vous les avez vus sur les photos, les voitures arrivent coupées, c'est-à-dire on les soude, c'est-à-dire que normalement, le châssis, il est moulé et posé, c'est-à-dire une pièce.
Et là, vous imaginez les accidents qui vont arriver. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. Le châssis est soudé? Il est coupé. C'est-à-dire que sur un conteneur, on ne peut pas, pour faire rentrer le plus de voitures, on fait la moitié arrière en dessous, la moitié avant au-dessus. C'est incroyable ça. Oui, et puis un dernier tour, puis on passe au sujet suivant. Parce que mais rapidement, je suis entièrement d'accord que c'est le système algérien qui est complètement obsolète. Oui. Et en fait, au lieu d'avoir un État aidant, qui aide aussi bien les investisseurs internes que les investisseurs externes, on a un État limitant. Oui. Je parlais tout à l'heure des expatriés. Je vis pratiquement leurs problèmes chaque jour, chaque semaine. Prenons par exemple le permis de travail. C'est-à-dire que vous prenez un ingénieur là, de Renault, par exemple, qui va partir en Algérie. Il faut qu'il attende au moins 15 jours pour avoir le visa. Et encore, ce n'est pas garanti qu'il ait le visa. 2, quand il arrive sur place, il faut qu'il ait et le permis de travail et le permis de séjour. Alors, ils reçoivent des récépissés d'1 mois ou de 3 mois. Ils sont traînés comme ça pendant parfois des années. Ils ont des missions de 3 ans à 5 ans. Ils traînent pratiquement pendant tout ce temps des récépissés de très courte durée, soi-disant parce que c'est une réplique de l'Algérie à la situation des immigrés, à la réciprocité. Complètement. C'est-à-dire que l'Algérie est toujours sur l'idéologie des guerres coloniales. C'est vrai que les Algériens, quand ils étaient libres, ils ont gagné une guerre coloniale parce que c'était le siècle justement des guerres coloniales. Or, aujourd'hui, ce sont les guerres économiques. Et les guerres économiques, l'Algérie est en train de les perdre une par une si on ne fait pas des réformes sérieuses, courageuses, avec refondation totale de l'État. Tant qu'on ne donne pas la possibilité à l'Algérien sur place, c'est-à-dire au niveau de la mairie, au niveau de la daïra, au niveau de la wilaya, au niveau de la région, tant qu'on ne peut pas prendre de décision, tant qu'à Oran, pour installer une usine Renault, c'est Alger seulement. Alger seulement qui décide, et pas les Oranais. Il y aura il faut un changement de régime, parce que les réformes, on a vu qu'ils sont incapables de faire des réformes. Plus de temps, il faut vraiment passer au sujet suivant. Zoher, sur ce sujet. C'est ce que je voulais dire, c'est que quand on voit sur la séquence précédente des hommes d'État, soi-disant, avec le niveau intellectuel et la façon de s'exprimer, c'est ceux-là qui sont aux manettes. Comment voulez-vous que ceux-là ait une vision d'avenir et engage le pays avec une planification comme ça a été dit, etc. On voit bien que ce n'est pas ceux-là qui peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'imaginer. Et deuxièmement, ils ne sont intéressés que par leurs propres intérêts. Ça ne les intéresse pas d'engager l'Algérie sur une planification avec un développement d'industrie localement, de l'emploi, etc. Ce qui les intéresse, c'est ce que j'ai dit en propos introductif, c'est le rendement immédiat qu'ils peuvent tirer pour eux-mêmes, pas pour l'Algérie. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Et donc, tant que nous aurons affaire à ce type d'énergumène, nous aurons ce type de disposition, ce type de rendement court-termiste. Et donc, tout à fait en accord avec Nazim, il faut évacuer ce personnel politique pour permettre aux Algériens de construire leur pays et de le lancer sur la voie du développement. Donc il faut changer ce régime. Changer ce régime, c'est s'engager pour son changement. Ce n'est pas rester assis derrière un clavier pour Facebook ou je ne sais quoi, mais c'est s'engager concrètement pour évacuer ce régime et ne pas le laisser perdurer. Voilà le challenge. C'est s'engager concrètement. Il faut être dans les associations, il faut être dans les partis, il faut être dans la rue, il faut aller soutenir les médecins, il faut être avec eux là quand ils font leurs manifestations devant les hôpitaux et qu'ils se font tabasser, il faut aller les soutenir. Justement, nous y arrivons. Juste une phrase. On n'a pas besoin d'être médecin. Hassan, on n'a plus le temps, mais vraiment une phrase. C'est par rapport à la vision dont vous parliez tout à l'heure, aussi bien vous-même que Zoher Rouis, à propos de la vision. J'ai entendu une interview du général Ben Yeles. Oui. Ça m'a complètement sidéré. Je suis resté vraiment estomaqué. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, j'ai pris une note. Il disait que Boumediene, à son époque, avait installé des usines
d'électroménager, pour pouvoir, à terme, dans 20 ans, que l'Algérien puisse fabriquer des radars. C'est inimaginable. Et qu'il avait mis en place une industrie pour fabriquer des machines agricoles et des tracteurs pour qu'à terme, l'Algérien puisse fabriquer des chars. Or, on en est 40 ans après, cette vision-là est complètement démoniaque. C'est-à-dire qu'au lieu, c'est-à-dire qu'au lieu de négocier avec les puissances de l'époque, au moment où l'Algérie avait un rôle au niveau mondial, de négocier directement la fabrication des radars, la fabrication des chars, eh ben, on allait vers l'électroménager, vers les machines agricoles. Et nous allons passer au sujet... C'est totalement ridicule. Voilà la vision de dirigeants algériens depuis Bouharouba. Médecin résident. Alors, le Front social est en ébullition, ça se complique vraiment. Maintenant, les médecins résidents ne veulent plus passer leurs examens. Oui. Ils menacent de boycotter toutes leurs études. Certains menacent même de démissionner. Et ils sont rejoints par les médecins internes. Alger, Sailly, ils les ont rejoints. À Oran et ailleurs, dans les autres CHU, ils menacent de le faire très vite. Et les médecins spécialistes menacent aussi d'entrer en grève. Ils ont lancé déjà leur préavis de grève à partir du 27 mars. C'est dire que ça va se compliquer très sérieusement, que déjà la situation dans les hôpitaux algériens est très grave et que là, ça risque encore d'être encore plus grave. Et pour qui? Pour les malades, généralement. Oui, on sent qu'il n'y a plus de pilote à bord, tout simplement, parce que le sujet, en réalité, la cause des manifestations, en tout cas des revendications des médecins résidents, pas très compliqué. C'était l'histoire du service civil, militaire, voilà, avec des revendications tout à fait légitimes. Et de meilleures conditions de travail. Avec des revendications légitimes, tout à fait légitimes, sur les conditions de travail, sur les conditions d'éloignement, des regroupements familiales, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce type de revendications légitimes. Si, il y a quelque chose d'extraordinaire, Zoher. Je me permets de vous interrompre. Le régime, en ce moment, il est dans une telle situation. Il a perdu les moyens de ses méthodes. Il ne peut plus corrompre les gens. S'il cède aux revendications des médecins résidents, ça va être le raz-de-marée de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Absolument. Je vous en prie. C'est-à-dire que dans l'absolu, ce type de revendication n'est pas spécialement compliqué à mettre en œuvre. Oui. Si on était dans un pays où il y avait cette vision dont on parlait tout à l'heure, et on n'avait pas des Ould Abbas, mais d'autres, etc., ce n'était pas très compliqué. Mais on arrive à une situation où il n'y a plus de communication possible, et puis le régime, c'est ce que vous venez de dire, n'a plus les moyens de satisfaire les revendications des uns et des autres. Donc on arrive devant une situation qui est désormais plus que crispante, puisqu'on a même parlé de violence physique sur les manifestants. Et même des attouchements sexuels. C'est de ça que je voulais parler. Ouais. Et donc là, on arrive vraiment à une situation chaotique. Et ça, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas du tout tenable. Donc il faut reprendre langue avec les uns et les autres, satisfaire leurs revendications, parce qu'il n'y a rien de particulier. Et de toute façon, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises ici, c'est que Nazim a parlé de glissement, je ne sais plus l'expression qui a été, précipice qui a été évoquée tout à l'heure. Nous y sommes, et de plus en plus, nous le disons toutes les semaines pratiquement ici, de plus en plus, nous allons vers des complications, parce que ce régime-là n'a rien préparé, n'a pas préparé l'avenir. Et donc, il est devant une situation compliquée. Et comme il est préoccupé en ce moment par sa propre succession, c'est-à-dire comment je me maintiens, comment je garde la main sur le butin, parce qu'il y a encore un butin, il y a encore un petit matelas sur lequel ils peuvent encore piocher. Et donc, comme on est plutôt sur les intrigues de palais, puisqu'ils sont dans une guerre larvée entre eux, ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe autour, ils n'ont plus les moyens de sauvegarder la paix sociale. Donc, de plus en plus, les feux vont commencer à prendre un peu partout et dans tout le corps social. Je mets un bémol à ce qui vient d'être dit, enfin, à une partie de ce qui vient d'être dit, à savoir que le pouvoir actuel ne répond pas aux revendications parce qu'il n'a plus les mêmes moyens,
qu'il y a quelques temps, etc., et que s'il cédait aujourd'hui aux médecins, par exemple, que c'est toute la société qui va revendiquer, etc. Je ne suis pas entièrement d'accord, parce que avec les mêmes conditions financières d'aujourd'hui, eh ben, on pourrait rationaliser. C'est-à-dire ce que demandent les médecins, ce n'est pas plus d'argent, plus de moyens, plus de ceci, mais avoir la possibilité d'autogestion, de gérer eux-mêmes. Parce qu'ils ont des bureaucrates qui sont nommés, parachutés par le régime en place, qui ne font pas leur travail, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup d'appareillages qui arrivent et qui sont immédiatement hors usage, qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas de rationalisation du travail, qu'il n'y a pas de rentabilité, que tout tourne au ralenti. Un des gros problèmes de l'Algérie, Jamal el-Din, et ça je le dis en tant qu'économiste, c'est la vitesse. Aujourd'hui, l'Algérie fonctionne à 20 km/h pendant que les pays sont à 220-250 km/h. Donc non seulement on ne rattrape pas, mais on est toujours à la traîne et même l'écart se creuse. Donc la question qui se pose, c'est comment rendre responsable l'acteur sur le terrain. Médecins, gestionnaires, administrateurs, enseignants, syndicalistes, militants politiques, militants associatifs, etc., que l'État ne soit pas toujours celui qui se mêle de tout jusqu'à perdre tout contrôle, qui puisse faire confiance justement aux citoyens algériens. Et c'est ce que demande le citoyen algérien. Il ne demande pas toujours des shkara d'argent, il demande à ce qu'il prenne son destin en main. Aujourd'hui, si les mairies étaient relativement autonomes, si les universités étaient relativement autonomes, si les régions étaient relativement autonomes, si les usines, si les entreprises étaient relativement autonomes, aujourd'hui, ils prendraient des décisions qui aillent dans le sens de l'intérêt de cette entreprise, de cette association, de ce syndicat, ainsi de suite. Or, ils reçoivent des directives bureaucratiques des décideurs au plus haut, des décisions qui vont au ralenti, qui changent du jour au lendemain. Un des gros problèmes de l'Algérie avec les investisseurs étrangers, c'est qu'on change les règles du jeu en plein jeu. Combien de fois le droit à l'entreprise, le droit des affaires, etc., il change de trimestre en trimestre, ce n'est pas 5 ans ou 10 ans. Et donc, il ne s'appuie, il y a plus de prévisibilité. Et Nazim Taleb, plus de prévisibilité. Ils ne prévoient plus rien, ils avancent. Il n'y a même pas de statistiques. Oui. L'ONS. Non, mais il n'y a plus de temps, on va laisser Nazim parler. Allez-y. Oui. Pour prévoir, il faut s'organiser, ouais. Il faut planifier. C'est qu'à ce moment-là qu'on peut prévoir. Donc quand on ne planifie pas, on ne s'organise pas, on ne peut pas prévoir. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux médecins résidents, premièrement, je voudrais, contrairement à ce qu'on dit, les Algériens, ils sont violents, ils ont la nature. Les médecins résidents, ils nous ont donné une leçon dans le combat non violent, et dont je suis justement fier, que c'est notre combat au sein du mouvement Marachet. Ils ont boycotté à 2 reprises leur examen de spécialité. Alors, je ne vous dis pas que ce que ça va être, que si c'est une année blanche, c'est-à-dire que les postes qui devaient être prendre l'année prochaine, il n'y aura pas de spécialistes. Absolument. Donc, du coup, alors imaginez les conséquences pour les malades. Secondo, ce que je constate, c'est que finalement, depuis 2011, il y avait de l'argent, on a distribué à toutes les franges de la société. On les a calmés, on a acheté la paix sociale comme ça. Aujourd'hui, le bâton, il est en train de frapper toutes les catégories sociales. On a frappé les radiés de l'armée, on a frappé les gens du Sonalgaz, on est en train de frapper des médecins quand même, des bac plus 8, des bac plus 12. On a frappé une femme, c'est pour vous dire la fragilité de un régime ou un policier qui arrive à frapper une femme, c'était Dr Hadjab, qui a été frappé, malmené, jeté comme du bétail dans le fourgon et qu'on n'a même pas assisté, alors qu'il y a 3 semaines, ils ont fait au journal officiel le code de déontologie du policier qui a l'obligation de la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de la personne. Ça a été rayé comme... et là, on voit bien que là, aujourd'hui,
en Algérie, ce dont on a besoin, c'est ce combat justement, c'est ce militantisme non violent, ce boycott massif. Mais il ne s'agit pas que des médecins résidents. Il s'agit aussi que ce soit rejoint par les professeurs, parce que les professeurs aujourd'hui, ils n'ont pas encore rejoint le mouvement. Il faut que ce soit toutes les franges de la société pour dire à ce régime aujourd'hui qu'il dégage. Ce régime, s'il s'en prend à un médecin, un docteur Hajjab, c'est qu'il est fragile. Donc si on a une action massive, ce régime, il va dégager. Et d'une manière non violente, encore une fois. Voilà. Mais quand vous dites massive, il faut qu'il y ait une organisation derrière. Il n'y a pas d'organisation derrière. L'organisation, rappelez-vous, monsieur Ben Chennouf, l'Algérie, depuis surtout 90, l'État, et on rejoint aussi le premier sujet, ils ont tout fait pour casser la société civile. Pourquoi aujourd'hui on a Ould Abbas et on n'a pas Mehri? Parce que Mehri, il est parti à Saint-Egidio pour trouver une solution au problème algérien. Ils ne veulent plus des gens comme Mehri qui sont sensés, qui ont de la logique, qui sont intelligents. Donc aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Nazim Taleb, merci Hassan Hirish, merci Zoher Rouis. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.